Oh oui, les amis, allons-y. Allons-y, on est un peu en retard aujourd'hui. On n'a pas eu tout de laver à cette heure-ci. Alors, let's go. Commençons tout ça. Et amis, bienvenue à vous à bord de Claude d'Histoire. J'espère que vous allez bien. J'espère passer une bonne journée, un excellent début de semaine. Donc, trinquons. Tout vent favorable de l'histoire, de la connaissance, du partage, de la bienveillance, du bonheur et de la joie, avec des vents favorables. Ah oui, là, mon live aujourd'hui parce que j'ai des journées de travail qui ont un poil changé. J'ai des trucs vu que qui font que j'ai des horaires qui sont un peu en dents de scie. Donc j'ai tout dû chambouler tout mon horaire et au final, mardi, en général, là, je vais plus pouvoir live les mardis, la plupart des mardis, mardi prochain, pardon, je pourrais pas. Et demain, j'avais prévu le live, mais au final, j'ai une inversion sur mon planning, donc ce qui fait que demain, je pourrais pas live, donc j'ai passé le mardi à mercredi et le jeudi au vendredi. Voilà, bon. Donc je me dis, bon, forcément, vu que les horaires, j'ai un peu prévenu au dernier moment, là, j'ai essayé de prévenir au maximum quand j'ai pu, mais j'étais un petit peu débordé par toutes les aléas de tout ça, mais c'est pas grave. On a quand même des beaux trucs à faire. Donc aujourd'hui, comme dit, on a un beau sujet sur les cartes, et on aura 3 documents pour nous aider là-dessus. Un document du coup qui est notre magazine et 2 que j'ai présenté notamment dans l'édition du jour. Hop, attends, si je mets à jour. Voilà, hop, attends, je vais montrer, tac, pour ceux qui n'ont pas encore. Lac, normalement ça fonctionne, tac, si on fait comme ça, voilà, petit Substack, la petite newsletter, où on est passé, petit newsletter du jour, c'était du parchemin au GPS à notre, notre monde à la carte, donc petit voyage du coup dans l'histoire des cartes notamment, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, parce que là je suis en train de mettre tous les liens et du coup pour ceux qui ont loupé notamment les lives, qui ont loupé, qui veulent voir les replays, je mets tous les liens dans la newsletter notamment, je parle des petites anecdotes culturelles du jour, les petits conseils notamment dessous des cartes qu'on regarde souvent, les 2 ouvrages que je vais utiliser aujourd'hui, que je conseille qui sont extrêmement bien. Dernière vidéo, c'est 2 vidéos qu'on a vues la semaine dernière, donc je remets les liens pour ceux qui n'ont peut-être pas réussi à voir, et le petit replay bien sûr du live qu'on a fait mardi dernier, avec bien sûr les calendriers, des petites lives qui sont annoncés, donc aujourd'hui, hop, 16h, on est un peu en retard, hein, parce que je me suis un peu fourvoyé sur mon horaire, mais c'est pas grave, et vendredi 16h dans 2 jours, voilà, et puis samedi, bon j'ai mis piratage de failles, mais ça se trouve que ça va être, peut-être qu'on va aller créer un village, notre île pirate. Il se peut qu'on aille peut-être aller créer notre île pirate. Voilà, j'ai mis ça parce que j'étais pris par le temps pour faire le planning, mais il se peut que je change un petit peu le sujet, je verrai. Pour l'instant, c'est ça. On verra. En tout cas, ça sera du gaming chillax parce que c'est le week-end, il faut se reposer. Mais il se peut qu'on parte faire autre chose. Voilà. Pour le petit planning. En tout cas, j'espère que vous allez bien, les amis. Moi, si je prends les petites nouvelles, sinon, hier j'ai commencé mes petites visites et c'était vraiment super sympa pour mon autre activité professionnelle à refaire des petites visites. Et ça m'a donné quelques idées de trucs que je pourrais proposer. Et en plus, ce que j'ai eu, c'est que j'ai commencé aussi les premiers entretiens de VAE, donc je suis officiellement étudiant pour ceux qui n'ont pas vu. J'ai fait une petite story. Je sais pas si sur Instagram est-ce qu'Instagram on peut voir les stories? Si on est sur ordi, je sais même pas si on peut voir les stories. Profil. Ah si. Et voilà, je suis de nouveau étudiant. Officiellement, je suis revenu étudiant officiellement. Euh, Donc j'ai ma nouvelle carte étudiante qui est sortie. Voilà, voilà. Bon, on a déjà 30 minutes de retard sur le sujet. Si on veut essayer de faire un max de sujets, on va essayer d'avancer parce que je pense que je vais pas. Sinon, je vais couper vers 18h parce qu'après, sinon, je vais être hors retard. Donc, je vais chercher le petit sujet du jour. Comme ça, on va pouvoir avancer un peu. Alors, comment je retrouve le sujet du jour? C'était. Je crois que c'était là-dedans. Tac, tac, tac. Ouais. Alors. Si on avance.
Si on avance un petit peu, trésor, des sujets super. Ah voilà, ça c'était le petit sujet du jour. Voilà, du parchemin GPS à la carte. Petit sujet très sympathique sur notamment l'historique des cartes, parce qu'on adore les cartes, hein, pour vous. Mais les cartes, j'adore ça. J'en avais affiché quelques-unes, mais se péter la gueule, il faudrait que j'achète des cadres pour encadrer les cartes pour éviter qu'elles s'abîment, quoi. Parce qu'à force, sur les murs, des fois elles tombent, elles se décollent. Enfin, c'est. Même quand tu mets des clous, c'est encore pire. Parce qu'au pire, ça se déchire. Et j'avais mis quelques cartes malheureusement comme ça, et ça m'embête un petit peu, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Non, je sais pas. En tout cas, c'est intéressant parce que là, ils mettent une petite chronologie des différentes cartes. Bon, c'est une chronologie un peu, on va dire, rapide, hein. Bien sûr, il y a plein d'autres dates importantes qu'ils n'ont pas mis, mais c'est une chronologie qui donne un petit peu l'évolution des cartes au fur et à mesure du temps. Notamment, au IIe siècle, Claude Ptolémée rédige la géographie à Alexandrie, qui a rédigé un petit peu les débuts en fait de la cartographie pour montrer un petit peu les distances qu'il y avait, notamment la taille de la Terre. Et bon, on va pas se le cacher, elles n'étaient pas forcément très bonnes, alors que d'autres, comme Eratosthène que j'ai parlé dans le newsletter, ont été pas loin de la vérité. Par exemple, Ptolémée, lui, il a vu la Terre 3 fois plus petite. Et notamment, c'est un peu sur ces bases que Magellan, sur ces bases et sur d'autres, Martin de Tyr notamment, il s'est basé, et c'est pour ça qu'il pensait être arrivé aux Indes. Parce qu'il pensait la Terre beaucoup plus petite que ce qu'elle était vraiment. Donc forcément, quand tu vois la Terre 3 fois plus petite que ce qu'elle est, tu penses que tu vas y arriver 3 fois plus vite à ta destination. Et forcément, t'es pas au bon endroit, quoi. Et ce qui est un peu embêtant. Donc 1475, première impression de la géographie de Ptolémée en latin à Vicence. 1492, Christophe Colomb aborde l'île de Saint-Salvador et découvre le continent américain. Alors qu'il n'a jamais cru qu'il était aux Américains, lui, il pensait qu'il était aux Indes. 1507, publication du Cosmographie de Gymnase Vosgien, assigné un globe terrestre et d'une carte du monde. Le flamand Gérard Mercator projette le globe terrestre en 2 dimensions, 1569. Et c'est une projection qu'on utilise encore et qui est, on le voit aujourd'hui, qui est un peu faussée et qui notamment sur les pôles agrandit en fait la taille réelle des continents. Si on regarde la projection Mercator, projection Mercator, ils en parlent un petit peu, voilà. Voilà, seulement pour effet de déformation sur distance et les airs. Et c'est un peu un problématique. Est-ce qu'on a un petit comparatif là? Si on clique projection Mercator sur Wiki, est-ce qu'ils vont nous le montrer? TR, est-ce qu'ils font un petit comparatif de la projection de Mercator? Ouais, bon, c'est les formules chimiques, ça c'est, enfin les formules mathématiques, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Alors, est-ce que si on fait une image, projection Mercator, la véritable des pays. Voilà, là on a la véritable taille des pays et on a l'image avec la projection Mercator par exemple là. Ah voilà. Et là on voit vraiment la différence qu'il y a avec la projection Mercator. On voit le Groenland par exemple qui est extrêmement plus grand. C'est peut-être pour ça que Trump il a envie de récupérer le Groenland. Hein. Il pense que c'est beaucoup plus grand que ce qu'elle est vraiment. Et on voit que ça agrandit énormément les pays, hein. Antarctique notamment et tout. Et l'Afrique par exemple qui n'est pas représentée à sa vraie taille, quoi. Par rapport à ce qu'elle est vraiment. Voilà, les États-Unis pareil, hein, sont beaucoup plus grands entre les deux. Voilà. Amérique du Sud aussi pareil, on a une présentation qui est un peu différente. Voilà, on a les problèmes du Mercator. Voilà, et on voit justement, hop, plus on est au centre, plus en fait c'est la taille est aplatie, et plus on est à l'extrémité, plus du coup on est agrandi, quoi. Voilà, et du coup c'est intéressant, quand tu mets des trucs qu'on peut déplacer là. Il y avait un site comme ça,
qui permettait de revoir la taille des pays vraiment. Sur ce truc là, True Size, ah c'est ça, c'est True Size. C'est True Size. Et on peut mettre France, ouais par exemple si on met France. Un petit peu la taille de la France. Si on met États-Unis. C'est États-Unis. Pourquoi il n'y a pas États-Unis? Il faut que je mette l'accent. USA. Ah, c'est United States, ouais. Ah, et hop, et on voit du coup avec la projection marcateur comment ça agrandit en fait le pays, puis on le... Voilà. Ah, ça c'est hyper... Ah, c'est comme ça, on les voit. On voit comment du coup, hop, quand on arrive sur l'équateur, le pays est beaucoup plus petit. Hop, et puis il sort avec la projection marcateur. Ah, c'est hyper intéressant pour se remettre. Putain, j'ai pas fait gaffe avec la France. La France, hop. Une France toute petite si elle était au niveau de l'Afrique. Oh, et si on était là, dans l'Antarctique, on serait énorme. Et pareil sur le Groenland là. Groenland qui est là au niveau du pôle. Et on surmet sa vraie taille, voilà. Si on l'aplatit. Voilà comment du coup Groenland passe d'un continent immense à un continent tout petit. Ah, ça c'est hyper intéressant, à True Size. Je trouve que le site est vraiment super cool. Tiens, je le mets si vous voulez vous amuser. Voilà, petit True Size, petit aparté. Publication de l'Atlas Major du Hollandais Johan Blaeu, un succès de librairie. En 1666, 1682 première carte de France réalisée par l'abbé Picard. 1683 début des travaux de triangulation de la France par Jean-Dominique Cassini. Et pareil, la carte de Cassini est un peu problématique. Carte de Cassini. Ah, sur Wiki, tiens, sur Wiki ils ont fait un truc. Voilà, extrait de la carte de Cassini. Mais c'est un travail qui a eu des problématiques. Triangulation un petit peu. Les cartes mais que peu précises concernant les données paysagères apportent complément d'autres sources. Notamment on a la topographie qui est intéressante, et la géologie en fait, qui est intéressante dans la carte de Cassini. Qui était de l'eau, le bassin de la Seine, en effet, les plans d'eau stagnants comme les étangs sont connus pour jouer un rôle de filtre, piégeant notamment l'azote. Carte qui comprend tous les lieux de France. Voilà, c'était intéressant pour faire la topographie, mais le projet a eu quelques problèmes, notamment des financements. Et bon, ça a aidé notamment pour avoir les niveaux géographiques et géologiques. Hop, on va pas entrer dans les détails non plus. Première carte Michelin de France en 1908, au millionième, au 1 millionième sur 4 feuilles. Le fameux guide Michelin, hein, encore une fois, quand vous aviez des cartes, si vous avez connu les cartes du routard, etc., où on avait notre carte à la main, où on se déplaçait avec les cartes. Moi j'ai eu ça quand j'étais plus jeune, du coup, pour voyager, on avait des grandes cartes immenses là à déplier. 2000, le GPS mis au point par la NASA devient un produit marchand. Et depuis 2000, ça fait seulement 26 ans qu'on a un GPS. C'est fou, hein. Un GPS, c'est quand même une invention de fou, hein, aujourd'hui. Moi, je me déplace plus en Waze ou trucs comme ça, hein. C'est tellement un gain de temps, et c'est tellement assez pratique, quoi. Pour se décharger, en fait, du fait de savoir où est-ce que j'y vais, comment j'y vais, quoi. Alors, du parchemin GPS, notre monde à la carte. Sortons nos cartes, comme dirait Emilio Aubry. Des dessous des cartes, qui est vraiment une très bonne émission que j'avais conseillée encore une fois dans la newsletter d'aujourd'hui. Pourquoi? À partir de la Renaissance, commençons à réaliser des cartes toujours plus précises. Connaissances scientifiques, commerce et conquête avancent alors de conserve. Objet rare et stratégique, la carte invite à un voyage à la fois imaginaire et géopolitique. Oui, parce que celui qui a des cartes,
bah, c'est quand même notamment sur un champ de bataille avoir une carte précise de la topologie en fait du lieu pour placer ses troupes, c'est super important. Avoir une carte maritime du coup pour savoir où aller du coup pour aller sur un territoire, pareil, c'est hyper important quoi. Et c'est vrai qu'il y a plein d'expéditions scientifiques qui sont amenées, qui sont lancées du coup, qui sont financées pour avoir en fait des données précises sur la topographie des lieux quoi. Et pour elle, un voyage notamment de Marco Polo et autres Christophe Colomb ont été hyper intéressants quoi. Avant d'entreprendre le voyage qui menait à la découverte d'un nouveau continent par les Européens, l'italien Christophe Colomb étudia toutes sortes d'hypothèses géographiques. Pendant une dizaine d'années, grâce aux écrits de Marco Polo, il savait qu'il existait des territoires lointains appelés les Indes, où se trouvaient des richesses extraordinaires. Encore une fois, aujourd'hui, des richesses extraordinaires, comme les épices, qui coûtaient extrêmement cher à la base, sont devenues un peu plus communes chez nous, mais à la base, c'était quand même le poivre, etc., qui paraît un peu anodin aujourd'hui, ou le sel, et c'est des ressources assez rares et chères et convoitées, quoi. Conscient comme la plupart des savants de son temps que la Terre était ronde, il fait le pari qu'en quittant l'Europe, en direction de l'Ouest, on finirait par arriver aux Indes. Et pour convaincre les rois d'Espagne d'armer 3 navires et s'assurer de ne pas courir à sa perte, Christophe Colomb devait mettre la main sur un trésor inestimable des cartes marines. Et oui, parce que bon, c'est bien beau de dire qu'il y a des Indes, qu'il y a des richesses incroyables, mais encore faut-il convaincre les couronnes de financer ces voyages. Ça coûte extrêmement cher. Et là, on a quoi là en dessous? On a boussole de poche en ivoire, fabriquée par Hans Rochel en 1627. Alors, ça se prend en ivoire, c'est un peu dommage, mais pour l'époque, bon, ça se comprend, mais il est quand même stylé. Hein. Si on retire le fait qu'il y a des éléphants en ivoire. Hein. Pauvres éléphants. Les marins portugais avaient mis au point des cartes simplifiées, appelées portulans, se recensant les ports par lesquels passer ou s'arrêter pour prendre de l'eau, des vivres frais pour les équipages. Bah oui. Les voyages à la voile étaient extrêmement longs et compliqués, donc il fallait avoir des endroits pour se ravitailler, parce que sinon on courait à sa perte. Le frère du navigateur Bartolomeo était cartographe à Lisbonne. C'est vers lui que se tourna Christophe Colomb, qui allait passer quelque temps dans cette ville et épouser la fille d'un capitaine de navire. Une fois convaincu de la justesse de ses calculs, il se présenta devant la reine Isabelle la catholique, qui accepta de financer son expédition. Oui, malgré une erreur qui lui avait fait sous-estimer d'un quart la circonférence de la Terre, Colomb, encore une fois, il s'est basé sur des écrits qui eux-mêmes l'avaient sous-estimé, ça paraît logique. Christophe Colomb atteignait effectivement un littoral après une navigation de 70 jours au cours de laquelle il avait fait une halte aux îles Canaries. Découvert par les Espagnols au XIVe siècle, cet archipel serait la base arrière de ses futures explorations. Cependant, en incossant sur une terre inconnue, l'explorateur ne savait pas encore qu'il n'était pas aux Indes, mais en Amérique. Essayez de dire si les voyages maritimes qui ont renouvelé la curiosité géographique dans les milieux scientifiques d'Europe, ou si c'est la redécouverte des grands géographes de l'Antiquité qui a poussé les explorateurs modernes à vérifier leurs assertions en prenant la mer comme une partie de la culture grecque et romaine. Certaines œuvres, on va voir la carte, hop, on va finir le paragraphe. Certaines œuvres en Europe se livrent en Europe. Ce livre offrait une variété d'informations sur les dimensions de la Terre, les différents continents ainsi que les 27 cartes absolument fascinantes. Le volume fut traduit en latin à Florence avant d'être imprimé pour la première fois en 1475 à Vicence. Suscitant une immense curiosité, l'invention récente de l'imprimerie, par notre ami Gutenberg, c'est comme aujourd'hui Internet, hein, franchement, l'invention de l'imprimerie, ça a vraiment tout changé. On n'était plus obligé de faire appel à des copistes, on pouvait imprimer en plusieurs exemplaires des bouquins, des livres, des revues, des ouvrages. C'était quand même assez une révolution, quoi, comme diraient certains. À caractère mobile, elle lui donnait une résonance exceptionnelle. En multipliant les exemplaires imprimés à moindre coût, en 1482, la première édition en langue vulgaire, en l'occurrence l'italien. Encore une fois, la langue de base c'était le latin, et du coup le latin était utilisé par les élites, et du coup les langues un petit peu de la population, on appelait ça les langues vulgaires, quoi. Permis de toucher à la fois des milieux d'affaires, à la recherche de la route vers les Indes, regorgeant de marchandises luxueuses, et navigateurs désireux de trouver des outils utiles à leur sécurité sur les mers. Ptolémée divisait la sphère terrestre en 360 degrés, inventant ainsi le système des longitudes. Sur ces cartes, des lignes étaient également tracées parallèlement à l'équateur, une imaginaire qui divisait la sphère en deux par le milieu. Rapidement, les portelans, des navigateurs, allaient reprendre leur compte ce système de quadrillage qui permettrait de mieux situer sur les océans, que l'on pouvait déterminer en utilisant une boussole. C'est là où on avait notamment les méridiens et les méridiens, on a fait les différents pôles avec l'équateur, tropique du Capricorne, tropique du Cancer, où on a fait des quadrillages pour pouvoir se situer beaucoup plus facilement, quoi.
C'est à partir de ce moment-là où on a pu faciliter en fait les voyages maritimes. Et on voit notamment une petite carte qui les montre là où on a nos petits tracés qui montrent justement comment du coup on avait découpé la Terre. On voit une carte, et là il s'agit de la première carte figurant l'Amérique, réalisée en 1507 à Saint-Die dans le duché de Lorraine. Et on dit que franchement, pour l'époque, c'est quand même plutôt pas mal, hein, au niveau de la connaissance des territoires. Et on a quand même le territoire américain qui commence à être déjà cartographié, quoi. Alors bien sûr, c'est vraiment une précision qui est quand même à refaire, mais on a quand même une bonne idée de comment est composée la Terre. Notamment, hop, les chefs des géographes du passé avaient aussi travaillé grâce à quelques facsimilés. C'était le cas de la table de Pettinger. Cette carte de l'Empire romain recopiée sur parchemin à la fin du XIIe siècle, aujourd'hui conservée à la Bibliothèque nationale autrichienne à Vienne, est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est également le cas des œuvres de Ptolémée, un savant alexandrin du IIe siècle dans la géographie, connu un regain d'intérêt au début du XVe siècle. Bah oui, effectivement, parce que c'était un des rares qui avait commencé à cartographier la Terre, et notamment au niveau des distances. Et donc on a repris ses travaux. Donc on a repris des travaux qui étaient de l'Antiquité pour créer ceux du XVe siècle. Donc il y avait quand même beaucoup d'éléments à rajouter et à préciser sur ces différents travaux, et ce qui a été fait notamment grâce au voyage, notamment de Magellan et consorts, Christophe Colomb, etc., pour avoir des cartes de plus en plus précises. On l'a vu là, Christophe Colomb, on prend Ptolémée, hop, Sinasgovien, Mercator, après, qui ont fait les premiers planisphères, on va dire, pour déterminer en fait les distances. Moi, je suis quand même fasciné, comme au XVe siècle, au début du XVIe siècle, d'avoir quand même une précision assez impressionnante des différents territoires, quoi. C'est fou. C'est quand même fou, hein. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose là? Là, on a navire de commerce au large des côtes de Méditerranée sur un détail d'une carte d'Ignacio Danti, XVIe siècle, galerie des cartes, musée du Vatican. Ah, franchement, le bateau est magnifique, hein. Voilà. Rien que pour le bateau, je trouve la carte est belle. Tapisserie figurant un planisphère au XVIe siècle, palais royal de l'Escurial. Et là, pareil, on a une petite géographie de l'Afrique avec l'Europe. On reconnaît bien l'Italie, on reconnaît bien la mer Rouge. On voit qu'il y a les Indes un petit peu qui sont présentes. C'est pas mal, la mer Noire. Enfin, on a tout, hein. On a tout. Franchement, on voit bien la différence avec les pays nordiques. Franchement, c'est quand même déjà assez impressionnant pour l'époque, quoi. Alors, on avait un petit aparté là. Paul Elbronner, mesure des Alpes. Né dans l'Oise en 1871. Paul Elbronner n'était pas destiné par ses parents à marquer l'histoire de la géographie. Fils d'un avocat et d'une artiste peintre, effectivement il est un peu loin de la géographie, il intégra l'école polytechnique avant de démissionner de l'armée et de travailler quelque temps dans les aciéries lorraines de sa belle famille, les Fould. Mais une passion le taraudait. Montagnard, émérite, il se désolait de l'inexactitude des cartes des Alpes à la haute altitude. C'est vrai qu'il n'y a pas grand monde qui était encore allé à haute altitude, donc pour faire des cartes et avoir des itinéraires précis, c'était compliqué. Ces nombreuses randonnées ne pouvaient s'appuyer que sur des documents fiables. En 1902, il proposa donc au club alpin de français de mettre sa fortune au service d'un grand projet, l'établissement de cartes à grande échelle des Alpes françaises. Tandis qu'il escaladait les sommets afin de réaliser ses mesures chaque été, il s'enfermait l'hiver dans son bureau pour dessiner lui-même ses cartes, aquarellées à partir des relevés, pour cartographier les Alpes. Elbronner reprit l'exercice en Corse. Stylé. Paul Elbronner. Paul Elbronner. Ouais. J'ai pas vu si c'est écrit exactement comme ça. Paul Elbronner. Œuvres, principaux ouvrages et publications. Mont Blanc. Gilles Macdonald. Il n'y a pas d'image de ces cartes? Ah si, plan de la jonction géodésique, direct de la Corse. Continent Elbronner. Topographe. Paul Elbronner, attendez, autrement que sur Wikipédia, il va y avoir des cartes. Paul Elbronner. Cartes. Images. Expo du livre, Paul Elbronner.
Paul Elbronner, scientifique artiste au service de la montagne. Tour d'horizon du Mont Blanc. Les géométries. Ah. Ah, là on a quelques éléments. Le schéma de la compensation. Paul Elbronner. On les voit pas très bien ces schémas, mais on les... faut les zoomer. Photo soviète. Oh, il n'y a pas de truc là. Sur l'image ça apparaissait, mais en fait il n'y a rien là. Paul Elbronner, qu'est-ce qu'on a? Et on va faire un truc où on voit ces topographies. Paul Elbronner. Le scientifique. Montagne. Alpiniste. Je me connecte. Wow, c'est tout zoomé là. Il faut payer. Ah, on n'a pas un petit truc gratuit là. Il faut se Paul Elbronner. Sur Alpine observatoire de la côte. Description. Centre documentaliste. Les cartes, un peu d'histoire. La carte. Triangulation. Triangulation de Cassini, ok. Les cartes d'état-major, les cartes précises des montagnes. Il ne met pas les cartes là. On n'a pas les liens, c'est dommage. Ça a été intéressant quoi. L'œuvre de Paul Elbronner. Montagne, la Suisse, la montagne d'Himalaya. Ouais, ça ne donne rien, les cartes uniques. C'est 1400 mètres. Ouais. C'est pas fou quoi. Je connais pas du tout Paul Elbronner alors. Runner. Ouais, c'est bizarre. Ok, si t'es pas sécurisé, on va pas y aller. Hein. Municipal de Grenoble. Taille des Alpes françaises par Paul Elbronner. Et du coup, on n'a pas de... Non, on peut pas... On n'a pas d'accès. Ah, c'est dommage. On va pas le consulter, quoi. Description BNF. Bon, en tout cas, on voit qu'il a une belle géographie. Hein. Descriptif géométrique des Alpes françaises, travail Grand Pic, un croisé infiniral, 50. Grand Pic de la Medja, ouais, il a bien cartographié toutes les Alpes, quoi. Les Alpes France Archive. Ah, France Archive, non? Notice, télécharger notice, RDF. En termes d'archives, oui, on a le document, on ne peut pas le consulter, quoi. Voir sur le site d'origine. Inventaire des archives. Ah, c'est dommage, ça aurait été cool d'avoir un petit topo du document, quoi. Ouais, c'est le livre qu'on peut acheter, oui, mais bon. Le but, c'est... J'ai pas envie de l'acheter, là. Je voudrais le consulter, moi. Je voudrais consulter un petit peu, voir un petit peu ce qu'on a dedans, quoi. Expo. Expo. Il n'y a pas. On a quelques photos, quoi. Avec, ouais, quelques photos service géographique de la nouvelle. D'Arc Méridien. Mont Blanc, des petits sommets. Photos annexes. Ouais, on n'a pas trop ces documents. Bon, tant pis, hein. Tant pis, on n'aura pas. Hein. Salut Struzut, comment ça va? Et comment ça va 2020? Salut à vous. Comment vous allez les amis? Donc, on grimpe les sommets en ce moment. Ah, je suis en train de découvrir un Français, la Paul Elbronner, qui a cartographié les Alpes. J'avoue, je connais pas du tout le bonhomme. Donc, j'ai aucune information sur qui il est. À part que du coup, il a cartographié les Alpes et la Corse. C'est quand même stylé, hein. Alors que le mec, il était fils d'avocat et d'artiste peintre. Rien à voir, quoi. Comme quoi, hein, on peut aller sortir de son carcan familial pour retrouver sa voie. Alors, la graphie de Ptolémée était la base de la cartographie de la fin du Moyen-Âge. Elle allait bientôt être complétée par toutes sortes de brochures relatant les nouvelles découvertes qu'il s'agit de la route de l'Ouest vers la mer Océane.
où des aventuriers partaient sur les traces de Christophe Colomb, ou bien de la voie vers l'Asie, contournant l'Afrique dans les pays de l'explorateur Bartolomeu Dias et des marchands portugais. Cependant, il n'était pas aisé de se procurer ces informations. Bah, effectivement, on n'a pas Internet. C'est vrai que nous, aujourd'hui, on s'en rend pas compte, mais là, par exemple, pour trouver de l'information sur un sujet, c'est tellement simple. Tu sors ton téléphone, tu sors ton ordinateur, tu vas sur Google, tu vas sur ChatGPT, Gemini ou autre IA, tu lui poses la question, il va te trouver l'information sur n'importe quoi. Si tu as un problème sur un sujet ou un truc, paf, tu trouves l'information. C'est fou, quoi. Ouais, bon, on a montré, bah, par exemple, là, on a montré celle-là tout à l'heure, là, qui est la carte de planisphère de Waltz Simulator en 1507, qui est la première fois sur un planisphère où on a l'apparition des États-Unis. Enfin, des États-Unis, de l'Amérique, pardon. De l'Amérique qui est présente, quoi. Et ça, je trouve ça assez fascinant, quoi. Et je trouve la carte ultra précise quand même pour... Bon, bien sûr, les dimensions, là, sont pas bonnes du tout. Mais on voit déjà qu'on a justement les longitudes qui sont présentes, qui sont très marquées, pour calculer en fait les distances, notamment pour la navigation, quoi. Alors, et là, pareil, on avait une tapisserie avec un planisphère là, du XVIe siècle, où on a vraiment une représentation de l'Afrique, où on distingue les pays européens assez facilement, quoi, les différents mers et océans, quoi. Tu as déjà Wikipédia Earl World Maps, fais voir. Alors, finesse. Ah oui, mais attends, ça fait des bêtises. Il faut que je copie-colle parce que sinon ça fait copier. Hop, j'ai un article, oui, Early World Map, fais voir. Hop. Early World Maps, the Union Mundis. Early World Maps. Tiens, alors pour des questions de facilité, moi ça me dérange pas l'anglais, mais est-ce qu'on l'aurait pas en français? Si je mets WikiW, si je mets première carte du monde. Ah, ça, première carte du monde, ça met pas le truc. Early World Map. Ce serait quoi l'article? Je sais pas comment. Ah, attends, peut-être qu'on peut changer français directement. Et voilà. Putain, il y a une fonctionnalité sur Wikipédia. On peut cliquer sur langue. J'avais jamais fait gaffe, il y avait une langue où on pouvait. Je viens de découvrir un truc sur Wikipédia. On peut changer la langue directement. Ah, je peux l'avoir en catalan. Ah, el mapunis antics abasten les representations del mundo. Et voilà. On le faire en catalan, c'est bien. En chinois, j'aurais du mal à le lire. Par contre, là, j'avoue, mon chinois est un peu rouillé, quoi. Mon chinois est un peu rouillé, je n'arriverai pas à l'avoir, quoi. Alors, je sais pas qui. Mon chinois est un peu rouillé. Euskar. Ah, il est en basque. Putain. Ça fait longtemps que j'ai pas révisé mon basque. Giziak, Loiraren, Béré, Western. Et par exemple, le basque, c'est hyper intéressant comme langue parce que c'est une des rares langues qui n'a pas de racines indo-européennes. Et encore aujourd'hui, on n'est pas vraiment sûr des racines du basque. Bon, on va remettre en français. Hein. J'avoue, français, c'est quand même mieux. Hein. Pas se le cacher. Français, c'est la base. On comprend bien. Il y a de l'anglais simplifié. Attends. English. Early World Maps. Et anglais, c'est quoi anglais simplifié? Ah ouais, c'est juste qu'il n'y a rien, quoi, dans l'article. Ah ouais, c'est vraiment simplifié, ils ont mis 3 trucs. Très bien. Anglais est plus complet dans ton browser, clic droit traduire. Ouais, j'ai aussi, mais en plus, j'ai le truc pour... Normalement, si je fais un truc comme ça... avant, j'étais désactivé le truc. Normalement, je pouvais traduire directement. Ah si, traduire, voilà. J'ai traduire. Ouais, si je clique les trucs, je peux traduire directement, ouais. Attends, si je le remets en anglais, parce qu'en anglais c'est plus complet. Et je lui demande de le traduire. Alors ok, j'ai le truc anglais. Et là je lui demande par exemple... pourquoi il veut pas traduire là? Traduire. C'est buggy, ça veut pas traduire? Bon, des fois ça marche bien, des fois ça marche pas. Hein.
Bon, je vais le remettre en français. Oh, j'ai pas envie de me prendre la tête. Voilà, en français c'est bien. Le français de France, c'est très simplifié, exactement. C'est la simplification à l'état pur. Voilà. J'ai l'impression d'être à l'école, tu vois, on me dit il faut simplifier les cours. Pas de problème, on va simplifier. Hein. On va retirer 95% du cours. Le cours va être très simplifié. C'est comme. Des fois, on me demande de faire des exposés sur des trucs avec des données très techniques. Et tu te retrouves avec des publics qui sont ultra jeunes. Bah, je lui dis, bah, le public ultra jeune, bah, je vais pas lui donner toutes les données techniques parce que, déjà, un, ils vont pas retenir, et deux, tu vas les perdre. Donc, tu fais au truc simple, quoi. Tu fais au truc simple parce que si je lui dis que du coup, là, il y a 50 kilowattheures, là, il y a du coup, je sais pas, 36 000 mètres cubes, là, il y a du coup 46 000 degrés, là, il y a du coup 350 centimètres, mais il va dire, mais de quoi vous parlez, monsieur? Je comprends pas. Euh, c'est comme quand tu parles d'histoire hein, sur un sujet. Si tu donnes des trucs ultra précis sur une période ou sur des trucs, les gens vont te dire bah j'ai rien compris quoi. Donc le but c'est de rester à s'adapter un petit peu au niveau quoi. Alors les maps mondes de l'Antiquité. Tac tac tac. L'inventeur est Gérard de Crémer, connu sous le nom latinisé de Gerardus Mercator. Anaximandre est le premier à proposer une carte du monde. Elle nous est pas parvenue, mais on peut trouver construire grâce à deux descriptions. Ah voilà. Ça c'est bien comme carte du monde, c'est simple et efficace. Hein. On a la Terre, qui est sphérique. On a un océan autour. On a l'Asie à droite, la Libye à gauche et l'Europe au nord. Voilà, première carte d'Anaximandre. Je trouve que c'est une bonne carte. Hein. Ça c'est une carte bien simplifiée. Des familles quoi. Et Katil. Oh ça me rappelle des cours. Hein. Oh, je les ai vus tous ces... à tous ces penseurs, tous ces mathématiciens. J'avais fait un cours dessus à l'université. Ah, ça me rappelle des trucs. Hein. On nous propose sa propre carte du monde qui accompagne sa périgèse, uniquement connue à travers des citations. Reconstitution. Ah, là on est pareil, on a l'Europe, la Libye, l'Asie, mais c'est un poil plus précis quand même. On reconnaît bien l'Italie, on commence à reconnaître Athènes. Bon, là il y a un peu de travail à faire encore en Europe, mais c'est pas mal. On a la place de certaines villes. Bon, la mer Rouge, là, c'est pas fou, mais c'est pas mal. On peut dire qu'il y a quelque chose. Eratosthène, qui nous fait le truc. Eratosthène, ça c'était intéressant. Voilà, la qualité est pas ouf, mais lui, il avait calculé, je l'ai dit dans ma newsletter, quasiment la taille en kilomètres de la Terre qu'on connaît actuellement. C'est un fou, alors que le mec a vécu dans l'Antiquité. Il avait quasiment, en observant, j'ai fait un petit spoiler, en observant les ombres sur le sol lors d'un solstice d'été, il avait réussi à calculer en fait la différence entre deux villes qui étaient sur le même méridien pour calculer en fait la circonférence de la Terre. Je dis mais le mec c'était un fou, c'était vraiment c'était une brute. Pomponius Mela. Le monde selon Pomponius Mela, reconstitution, est le plus ancien géographe romain connu. D'accord. Pomponius Mela. Ah non, mais j'ai cliqué qu'une fois, pourquoi c'est aussi zoomé? Ah, tu peux zoomer. Ah oui, d'accord, t'as deux niveaux de zoom. Non. Ou alors c'est juste que ça va pas très très vite. Ah oui, non, oui. Ah, wow, les niveaux des zooms sont pas fous. Bon, on va laisser comme ça, c'est pas mal. Ok. Alors du coup, ça c'est l'Europe du coup. Ça c'est l'Europe. Romatae, Beaulieu, Turcae. Hyperborea, région Hippodae, Panati. Ouais. C'est un peu bizarre comme Hispania. Ouais, attends, ça c'est l'Égypte. Sérindien. Babylone. Attends, ça c'est la Méditerranée qui est ici. Oh, la carte est spéciale, hein. Phrygie, Jonia, Pisidia, Caria. Tracia. Ouais, alors, attends, je comprends pas la carte. De ouf.
Britannia insulaire, ou alors elle est pas dans le bon sens. Ah, elle est pas dans le bon sens. Ah oui, là on a l'Espagne. Ah, là on a des pays genre la France, avec l'Aquitaine. Ah, et là on a ouais, elle est dans l'autre sens la carte. Ouais, le nord est pas au nord, quoi. Le nord, il est là, quoi. Le nord est à l'ouest. Ah, là, je vois. Ah oui, ok, là, on voit. Là, c'est l'Italie, du coup. Ok, ok, l'Italie. Là, on arrive avec la mer Rouge. Avec l'Afrique, là, du coup, à droite. Punaise, c'est compliqué, hein. Comprend autant de choses, il est trop bien. Mais si, ouais, non, c'est ça. Si c'est pas dans mon sens, c'est ça. Ah ouais, c'est compliqué. Bah, on n'a pas l'habitude, en vrai, de voir des cartes dans le sens. Putain, dans ce sens, ce genre de sens. Moi, je suis assez fasciné comment des mecs avec des moyens aussi primaires, en tout cas, arrivaient à faire des calculs pour trouver en fait autant d'éléments avec une précision qui est quand même assez importante, quoi. C'est fou. Parce que le mec qui est dans son petit coin, dans son petit bled paumé là, il va réussir à te calculer en fait en reprenant des calculs d'autres personnes, te calculer des distances sur une géographie qui est incroyable, sans avoir internet, sans avoir ChatGPT, quoi. Je te dis, mais franchement, mon gars, t'es un bon, hein. T'es quand même un bon. Ok. Hop. Quand je peux quitter ma carte. Je peux quitter ma carte. Ah voilà. Hop. Alors Ptolémée. La carte de Ptolémée est basée sur la description du monde contenue dans l'ouvrage de Ptolémée Geographia, éponyme, hein, écrit vers 150 de notre ère. Aucune carte datant de l'époque de l'ouvrage n'a jamais été trouvée, mais la Geographia permet de la construire grâce à la méthode proposée aux milliers de références à différents lieux de l'ancien monde, incluant les coordonnées géographiques pour nombre d'entre eux. Ainsi, lorsque le manuscrit a été redécouvert vers 1300, les cartographes ont pu reconstruire le monde tel que le concevait Ptolémée. Ah oui. Alors là, c'est un peu embêtant, quoi. Son monde, là. Attends. Et on peut zoomer avec sa carte? Ouais. Ah, ça marche mieux, le zoom, là. Ah oui. Ah, la carte du monde de Ptolémée, elle est quand même assez simplifiée, hein. Bon, mais par contre, c'est quand même pas mal fait, hein, au niveau de la Méditerranée. On est pas trop mal, hein. Voilà. Après, c'était ce qu'il connaissait, hein. Mais il avait une connaissance de l'océan Indien, quoi. Franchement, c'est pas mal. Bon, après, il y a peut-être, on va dire, on pourrait mettre quelques réserves sur la description, mais bon, on va pas lui en vouloir quand même au Ptolémée, hein. C'était comme il y a longtemps, hein. Mais franchement, pas mal. Pas mal du tout. Petit Ptolémée, il se débrouillait, hein. C'était un bon petit Ptolémée. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, les distances sont pas bonnes. Et c'est ça qui a induit en erreur Christophe Colomb. Voilà. Hein, parce que bon, il avait vu la Terre deux tiers plus petite que ce qu'elle est. Forcément, c'est un peu embêtant, quoi. Ok. Hop. Ptolémée. Moyen-Âge. La Mappa Mundi d'Albi. Vers 780. Enfin, un petit bond là de 8 siècles. La Mappa Mundi d'Albi se trouvait dans un manuscrit de la seconde moitié du 8e siècle, conservé dans le fond ancien de la médiathèque de Pierre Almaric d'Albi. Manuscrit qui provient de la bibliothèque du chapitre de la cathédrale Sainte-Cécile d'Albi. Elle représente 23 pays sur 3 continents. Le monde connu est représenté en forme de fer à cheval autour de la Méditerranée. Bah oui. Putain, c'était moyen de locomotion, donc forcément, la Terre ressemble à un fer à cheval parce que le cheval permet de voyager partout. C'est bien connu. Ce qui est marrant, c'est que j'ai l'impression que la carte est quand même bien moins bien que dans l'Antiquité. Je sais pas pour vous, mais je la trouve beaucoup moins représentative de l'Antiquité, quoi. Je suis moins fan, quoi. Mundi de Beatus. Attends, est-ce qu'on n'a pas la Mappa Mundi d'Albi? Article détaillé. Ah, la Mappa Mundi d'Albi, là. Ah oui. Alors là. Alors là. Ah, et le monde, il ressemble à ça. Ouais. Bah pourquoi pas, hein. Mais là, je crois qu'il y a un petit recul en arrière, hein, sur les connaissances topographiques, hein. Je crois qu'il y a un petit recul. Attends. Parce que quand même, si on recule. Attends, est-ce que si on clique ça. Attends. Est-ce qu'on peut revenir en arrière? On peut pas revenir en arrière sur l'autre? Parce que si on fait un truc genre.
Hop. On ouvre ça là. Attends, on prend celle-là là, qui était quand même un peu stylée. Et Mappa Mundi d'Albi. On prend ça là. Hop. Hop, si on clique dessus. On passe quand même de ça. Quand même assez détaillé. À ça. Ouais, je crois que le Moyen-Âge a un peu reculé au niveau des connaissances géographiques. Hein. Parce que, franchement, alors là je vois, il voit Gallia, donc Galix. Donc la Gaule, ok, mais ouais, Thrace, voir le reste, c'est compliqué à lire. Hein. J'arrive pas à reconnaître, hein, perso. Peut-être c'est la Méditerranée. Voilà. Mais je vois pas du tout. Hein. Alors là, franchement, il faudrait m'expliquer. Hein. M'expliquer. Hein. Inclus dans le manuscrit des secondes moitiés. Description du manuscrit de la carte. Le manuscrit porte la carte. Ce recueil contient 22 documents. 27 cm sur eau. 23 pays sur 3 continents. Ok. Connu affronté en forme de fer à cheval au niveau des 3, Gibraltar, Méditerranée. Ouais, c'est ça, c'est la Méditerranée qui est là. Et du coup, on a l'Afrique, l'Europe et l'Asie. Ok. Bah, très bien. Ah, Gallia, c'est la Gaule, l'Italie. Ok, Numidie. Bah, franchement, ouais, si vous voulez. L'Amphonite Boat, Beatus de Libana, était moine et monastère de Saint-Martin de Libana, en Espagne, surtout connu aujourd'hui pour son commentaire sur l'Apocalypse. Forcément, l'Apocalypse, hein, c'était quand même quelque chose d'assez récurrent. Certains manuscrits de son texte contiennent aussi les plus anciennes cartes du monde chrétienne. Bien que le manuscrit original et la carte n'aient pas survécu, des copies existent dans plusieurs manuscrits postérieurs. Mais on trouve la carte hantée qui serait progressivement abandonnée à partir du XIIe siècle. On se demande pourquoi. Hein. Bah, pareil là. Ouais. Bah ouais, j'ai l'impression qu'on recule encore hein, au niveau de la conception de la Terre. Hein. Il y a des petits bateaux quand même autour pour montrer que la Terre est entourée d'eau. On est entouré d'eau. Voilà. Les océans. Mais c'est pas fou. Hein. La carte d'Al-Idrissi. Géographe arabe Al-Idrissi a inclus avec ses informations héritées de l'Antiquité classique les connaissances sur l'Afrique et l'océan Indien que les marchands arabes et explorateurs avaient glanées. D'ailleurs, on a vu ça. Hein. La semaine dernière, il y avait des connexions entre notamment les pays Inde, Chine et occidentaux. Et ça crée du commerce. Parce qu'on a bien échangé des denrées. Cette carte, le nord est en bas, le sud est en haut. Pourquoi faire comme tout le monde quand on peut faire différemment? Travailler notamment pour Roger II de Sicile, Aldrissi. Alors le nord, attends, ils ont dit quoi? Le nord est tous... Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Ils ont dit quoi? Le nord est en bas, le sud est en haut. Ok, on fait inverser. Donc là on a l'Europe et là on a l'Afrique. Ouais. Oh, c'est pas facile, hein. C'est pareil, hein, je trouve que, bon, même si on s'améliore par rapport au Moyen-Âge, on a quand même régressé par rapport à l'Antiquité. Hein. On a toujours cette. Ce qui est drôle, c'est qu'on a toujours cette impression où il y a l'eau qui entoure tout le monde. Hein. On est sur une sphérique. Hein. On est quand même sur un monde assez platiste. Hein. Ok, ouais. Pourquoi pas. Ouais, c'est pas évident de reconnaître. Hein. J'avoue, l'Espagne, la France, il y a peut-être des petites corrections à faire. Peut-être quelques corrections à faire au niveau là. Et à la mer Rouge aussi, c'est pareil. C'est pas évident. Mais bon, ça s'améliore, ça s'améliore. On retrouve sur un truc sympa. La map monde d'Ebstorf vers 1300. La carte d'Ebstorf était une map monde réalisée en tour de 1300. Elle mesure 3,6 sur 3 mètres de haut, quand même. Hein. Belle carte. Pour la mettre dans sa chambre ou dans son salon, il faut avoir un grand salon. Hein. Et contient plus de 2300 données sous forme de texte ou d'images, ce qui en fait la plus grande et la plus complexe des cartes médiévales connues. En même temps, vu les autres, c'est pas compliqué de faire mieux. Hein. Elle a été composée de 30 feuilles de parchemin cousues ensemble. Elle a été nommée d'après son lieu de découverte qui est probablement aussi son lieu de création, le couvent bénédictin d'Ebstorf en Basse-Saxe. Trouvée en 1830, dans une remise, elle a été détruite pendant le bombardement de Hanovre en 1943 et reconstruite d'après des copies anciennes. Ah, c'est quand même dommage qu'on l'ait perdue, quoi. Ah, ouah, c'est compliqué aussi, là. Elle est hyper complexe, la carte. Ouais, attends.
faut que je dézoome un peu ça, parce que là... Ouais, qu'est-ce qu'on a? Ouais, d'accord. Attends, j'arrive pas à comprendre la carte. Où? Qu'est-ce qui est où? À Britannia. Ah! Ok. Ça, c'est l'Espagne? Non, Britannia, je suis pas sûr. Non, non, c'est pas Angleterre, ce serait bizarre. Oh, elle est compliquée cette carte là. Alors là. Gracia, Virginia. Est-ce qu'il y a un truc qu'on connaît bien? Ouvrage quoi. Alors là. Libye. Ah bah il y a Libina. Ça doit être ça, hein. La Libye qui est là. Alors si la Libye est là. Oh, elle est pas dans le bon sens, je pense aussi. Parce que si la Libye est là. La Sicile. Ah, si, il y a la Sicile là. Et pareil, dans le sens, le nord il est là en fait. Le nord il est là, la Calabre. Ah ouais, ça c'est d'Italie ça. Ça c'est d'Italie. Oh, et là on a la. Oh, c'est fou, hein. C'est fou comment on voit les connaissances qui évoluent, mais pas forcément dans le bon sens, quoi. Bon, c'est mieux que les autres, hein. Mais c'est vrai que par rapport aux premières de l'Antiquité, l'Africa, ouais. Égypte, ouais. Ok, Égypte, du coup, ouais. Oh, tu m'étonnes que les mecs se perdaient, du coup. Si le mec, on lui dit, bah tiens, tu vas partir en Égypte, ou tu vas aller partir en Libye, on va te donner ça comme carte. Ah, le mec, franchement, je serais pas serein, moi, pour le voyage, hein. Pour le voyage, je serais pas très serein, hein. Et le mec, il sort sa carte comme ça, là, il fait, bah tiens, on est où, là? Bah, je sais pas, hein. Je sais pas. Mais on y est. Ouah, c'est des cartes, c'est un dingue, hein. Mais elles sont belles, par contre, hein. Pas se le cacher, quand même. Atlas catalan. L'Atlas catalan se trouvait dans l'inventaire de la bibliothèque du roi de France Charles V en 1380, date de sa mort. La carte accompagne un calendrier perpétuel portant la date de 1375, permettant de donner une estimation précise de sa réalisation. Elle est traditionnellement attribuée à Abraham Cresque, cartographe de l'école mallorquine. L'Atlas se compose de 6 feuilles de velin. Les 2 premières feuilles sont constituées de textes à caractère cosmographique et astronomique, dont le calendrier. Les 4 autres représentent le monde connu de l'époque et s'appuient sur le récit de Marco Polo pour sa partie orientale. Le haut de la carte constitue le sud. Ils aiment bien mettre les trucs à l'envers, hein. De gauche à droite, on parcourt ainsi le monde de la Chine, les Cathés, aux côtes atlantiques de l'Europe. La zone méditerranéenne est très précise et s'apparente au Portulan. Et néanmoins des précisions et des mini-cartes qu'on a vues tout à l'heure. À l'intérieur des terres, la carte est centrée sur Jérusalem. L'Asie comme le sud de l'Afrique est beaucoup moins précise, forcément on les connaît moins. Les ornements s'appuyant sur des thèmes mythiques et religieux pallient le manque d'informations. Voilà, quand on sait pas mettre, on met quelques gris comme ça religieux, ça passe bien, quoi, ça fait joli. Et les villes et leurs richesses évoquées par Marco Polo sont cependant portées sur le document. Commandé par un roi d'Aragon pour un roi de France, l'Atlas catalan constitue un chef-d'œuvre particulièrement riche et soigné. Il est conservé aujourd'hui à la Bibliothèque nationale de France à Paris. Ok. Ah. Ah bah là on commence à avoir quelque chose de précis. Ah bah là on reconnaît la France, là on reconnaît le Royaume-Uni, on reconnaît l'Espagne, et on a l'Afrique. Voilà, et comme dit, ouais, là ils savaient pas trop quoi mettre parce qu'ils connaissaient pas, donc ils ont mis des belles figures. Voilà, ils savaient pas trop à quoi ça correspondait. Quand on sait pas, on met des petits dessins sympas. Voilà, ça fait joli, c'est sympa, c'est rigolo. Elle est pas mal cette carte. Ah franchement, on voit là quand même les toponymies sont quand même bien refaits. On voit la Corse et tout, Sicile, Sardaigne, tout ça, Italie, on voit la Grèce, la Turquie. Laquelle Turquie? Voilà. Ah c'est pas mal. Bon là on voit qu'on connaît moins. Là on voit quand on sort un petit peu, on remonte là, on voit que là on met des petits trucs droits parce qu'on sait pas trop, hein. On connaît pas trop, on n'est pas jusque là, donc on sait pas trop quoi. On va faire des petits dessins sympas là. Ah ouais. Et on voit que là on commence à connaître un petit peu les. Alors, ouais, France, Italie, Espagne, ça on connaît un peu. Les côtes qu'on a pratiqué un peu en Méditerranée, on connaît un peu aussi. Ah c'est pas mal. Ah c'est pas mal. On va dire que ça s'améliore. Ok. Ok. Atlas catalan. La carte de Cognido, 1402.
La carte de Kangnido, carte historique des villes et pays, a été réalisée en Corée en 1402 à partir de sources chinoises par Jim Sa-hyong, Li Mu, Li Hoi. Elle décrit la totalité du monde connu à l'époque en ce territoire, et en ce territoire, la Corée et le Japon à l'est, la Chine surdimensionnée au centre. Il y a une époque où les voyages d'exploration des Européens n'ont pas encore débuté, l'Asie occidentale, l'Afrique et l'Europe à l'ouest. Ça a été de l'ancien monde. Il semblerait que cette carte précède également les voyages du grand amiral chinois Zheng He vers 1420, suivant de toute façon l'étendue des connaissances des civilisations d'Extrême-Orient de l'époque. Alors, pas mal. Oui, c'est vrai que c'est un peu surdimensionné. Un poil. Un poil surdimensionné, oui. Ouais, on voit qu'il y a quelques problématiques sur les dimensions, mais bon. On va dire que c'est pas mal. D'après ce qu'ils connaissent, c'est un peu spécial par contre. Hein. À niveau Europe, là, on n'est pas au point, quoi. Hein, et puis, bon, un peu centré du coup sur la Chine qui est un peu surdimensionnée, tout ça. Là. Mais bon, on va pas se le cacher. On commence à avoir quelques trucs sympas, quoi. Alors, planisphère de Virga, 1411-1415. Cette carte a été réalisée par Albertin de Virga. Entre 411 et 415. Il n'était pas pressé de faire sa carte, 4 ans. Le Vénitien Albertin de Virga est également connu pour une carte de la Méditerranée également réalisée sur Venise en 1409. Son planisphère est circulaire. Elle est dessinée sur un parchemin de 69,6 cm sur 44 cm. L'extension autour de la carte elle-même, de 44 cm environ de diamètre, est occupée par un calendrier de 2 tables. Le planisphère de Virga indique de façon précise les terres nouvelles, les îles Canaries, les Açores, et le point de sud du continent africain est indiqué. Voilà, parce qu'on commence à découvrir ces endroits-là. Ah oui. Ah ouais, par contre, elle est pas très lisible, hein, je suis un deg. Est-ce qu'ils ont pas un document un peu plus lisible? Planisphère de Virga. Albertin de Virga, si on va sur son truc. Non, il n'y a pas. Terra Antica. Ah, d'ailleurs, Terra Antica, ils ont peut-être des trucs, ça. Ok, le site est pas sécurisé, on va éviter. On sait jamais. Hein. Planisphère de Virga. Image. En couleur, déjà colorisé. PDF. Colorisé. Ah, c'est pas mal là. Ah, franchement. Ah, franchement, on commence à voir quelque chose là. On a la Méditerranée qu'on dessine. On voit quand même, bon, l'Afrique, elle a des petits problèmes de distance, hein, on va pas se le cacher. Mais bon, on n'a pas encore beaucoup exploré, donc on connaît pas très bien. Mais il y a quelque chose. Et là, on commence à avoir quelques éléments, ouais, là. Quelques problèmes de distance et de dimension. Mais on voit les côtes aussi asiatiques qui commencent à apparaître. Les différentes îles. Ah, franchement, impressionnant. Pour l'époque, je trouve ça hyper impressionnant, quoi. Ouais, alors on a vu l'Asie, là, on connaît pas trop, on a essayé de faire quelque chose, on s'est dit, vas-y, on va mettre des distances, on va faire des trucs, quoi. Ok. Franchement, le mec bien. Plutôt bien. Impressionnant. Il est fort. Alors. On va retourner sur notre truc. Atlas d'Andrea. Bianco 1436. Rigo fut réalisé en 1436 sur 10 feuilles de parchemin mesurant 29 x 38 cm. Il contient une description de la règle de Martelleoi pour expliquer le cercle et le carré. Deux tables et deux autres diagrammes. Les autres feuillets contiennent des cartes marines. Ah, ça c'est bien ça. Le deuxième feuillet contient une planisphère circulaire mesurant 25 cm de circonférence. Cool. Une carte du monde avec projection et gradation de Ptolémée. Ah voilà, on s'est encore basé sur Ptolémée. Bon, Ptolémée. Ah ouais, mais là c'est pareil. Ouais. On se base sur Ptolémée avec notamment l'eau qui est tout autour. Mais on a été un peu rapide sur la schématisation. Voilà. Comme on dit tout à l'heure, on a vu l'anglais simplifié. Et bien ça, c'est le planisphère simplifié. Voilà. Vous voulez un planisphère simplifié? Voilà, vous l'avez. Ah là là. Planisphère de Framoro. Le moine Kamadoul, vénitien Framoro, a réalisé son planisphère circulaire entre 1457 et 1459 sur un parchemin d'environ 2 mètres de diamètre. La carte est inversée dans un cadre en bois. L'origine de la carte a été dessinée par Framoro et son assistant Andrea Bianco, marin et cartographe.
à la demande du roi Alfonso V du Portugal. Elle a été achevée le 24 avril 1459 et envoyée au Portugal. L'exemplaire n'est pas parvenu jusqu'à nous. Fra Mauro a commencé à en faire une copie pour la seigneurie de Venise, qui a été achevée après sa mort par Andrea Bianco. La carte représente de manière étonnante l'océan Indien et surtout la partie australe de l'Afrique, à une époque où aucun Européen ne s'était encore aventuré. Il est possible que ces renseignements soient parvenus de Chine en Italie par l'intermédiaire de marchands. Les mecs font des cartes par rapport à des oui-dire. Ils ont rencontré ils sont allés au marché et on dit tiens du coup tu connais un peu l'Asie, tu connais un peu l'Afrique, ouais je connais un peu, j'y suis allé et tout, je peux te dire qu'il y a à peu près ça là et ça là, tu peux me le situer sur une carte, bah tiens je te le situe, ouais. Franchement c'est fou. Et là on voit que clairement il y a une précision qui est bien améliorée quoi. Et on a quand même, quand on voit, on reconnaît quand même vraiment bien l'Espagne, la France, l'Italie, pour ça la côte Adriatique, la Méditerranée, la mer Rouge. Franchement, c'est pas bon. L'Afrique, pareil. Hein. Vu qu'on est sur un planisphère, on pense encore que du coup, c'est tout plat. C'est problématique. Mais, et bon. Sinon, on est pas mal. On commence à avoir. Et là, pareil, en Afrique, on commence à avoir des. Il y a un petit truc. Et l'Asie, pareil, on a quand même quelques définitions des côtes asiatiques qui commencent à apparaître, quoi. Alors qu'on n'y est pas encore allé, quoi. C'est fou, quoi. Franchement. Là, je commence à être impressionné. Hein. Le mec, franchement, il y a un talent. Hein. Le mec est talentueux. Hein. Et ça, c'était une source de trésors assez incroyable pour les États, quoi. Un mec qui est capable de faire ça. Mec, il a 3-4 informations comme ça, il te sort une carte comme ça. Le mec, impressionnant. Aujourd'hui, le mec, ça serait un monstre. Hein. Ça serait un monstre. Hein. Ça, il n'y a pas à en douter. Hein. Ok, et ben voilà, on a fini toutes les anciennes cartes du coup là. Et ben parfois on peut retourner à notre article sur les cartes alors. Bah merci du coup, c'était 2020 qui avait partagé ça. Merci à toi pour ces belles cartes, franchement. Je les connaissais pas. Hein. Franchement, il y a quelques-unes que je connaissais, les premières surtout. Parce que les premières que j'avais tout à l'heure de Ptolémée, ça je connaissais Ptolémée, Eratosthène j'avais, Écatémilé j'avais. Parce que je les ai étudiés, mais je les ai étudiés à... C'était quand? Entre 2017 et 2018, je pense. Ça remonte 2017-2018, donc j'ai un peu oublié, quoi. J'avoue, depuis, j'ai un peu oublié. Pas se le cacher. Mais bon, ça va. Je suis de nouveau étudiant, donc maintenant, je vais pouvoir je vais devoir tout me remettre en place, là. J'ai un travail... Wow. Si un jour, on vous demande de faire un master de 2 ans en 6 mois... Franchement, courez. Parce que c'est du taf. Hein. Faire 2 ans, condenser 2 ans en 6 mois, je pense que je vais mourir. Mais bon, c'est pas grave, c'est pour la bonne cause. Alors, mon article, il était où? Parce que j'ai encore trop d'onglets ouverts, comme d'hab. Si je vous montre mes onglets, vous péterez des câbles. Je pense que vous ferez syncope. C'est pas possible. Alors, géographie de Ptolémée. Alors, on est pas sur Christophe Colomb. La géographie de Ptolémée était donc la base de la cartographie de la fin du Moyen-Âge. Comme on l'a vu tout à l'heure, les gens sont basés sur Ptolémée et du coup ils ont fait des trucs à peu près précis. Pour certains, plus à peu près que précis, ça va dépendre des cartographes. Mais bon, on va pas leur en vouloir, ils n'avaient pas accès à Internet ou à ChatGPT comme nous. Elle allait bientôt être complétée par toutes sortes de brochures relatant la nouvelle découverte qu'il s'agit de route de l'Ouest vers la mer Océane, où les aventuriers portaient sur les traces de Christophe Colomb, ou bien de la voie vers l'Asie, contournant l'Afrique dans les pas de l'explorateur Bartholomew Dias et des marchands portugais. Cependant, il n'était pas aisé de se procurer ces informations. Donc, on l'a vu tout à l'heure, hein, aujourd'hui, l'accès à l'information était très prisé et du coup se monnayait très cher. Les souverains espagnols et portugais voulaient garder le monopole des territoires découverts. Bah oui, parce que qui dit monopole des territoires, dit expropriation, dit richesse, voilà. Hein. C'est comme on l'a vu la dernière fois, hein. Est-ce que les ressources, il y en a ils se plaignent en fait que leurs navires se font piller, mais à la base, si leurs navires se font piller, c'est parce qu'eux-mêmes ont déjà pillé en fait des ressources, des ressources ont peut-être déjà été pillées par une tribu qui les a spoliées à une autre tribu. Donc c'est un peu complexe. Il y a pas mal de... Il y avait
il y avait un débat, c'est quand il y a certains navires en fait qui ont coulé espagnols par exemple ou portugais au large des côtes mexicaines et autres, et ils se demandent quand ils récupèrent le trésor, à qui il appartient. Est-ce qu'il appartient à la couronne espagnole ou portugaise parce que les vaisseaux étaient à eux? Mais vu que les ressources ont été prises sur des territoires, est-ce qu'ils appartiennent pas plutôt aux territoires où ils ont été occupés, c'est-à-dire Mexique et autres? Mais du coup, vu que ces territoires sont sur des états où il y a des populations autochtones qui étaient implantées avant eux, est-ce qu'ils appartiennent pas plutôt aux populations autochtones? Et du coup, il y a des combats judiciaires pour récupérer les ressources quand ils font des découvertes comme ça, pour savoir qui a le droit de les récupérer. Et c'est assez complexe. C'est ainsi que les cartes deviennent un enjeu à la fois économique et géopolitique. Et oui, si t'as la carte, hein, c'est comme dans les jeux, hein, quand t'as la carte, tu sais où aller, et ben c'est toi qui gagnes. Seul le pape en recevait un grand nombre, hein, car il était la seule autorité capable de légitimer la possession des découvertes en échange de l'évangélisation des populations autochtones. Quand on y pense, aujourd'hui, c'est quand même assez invraisemblable. Hein. Enfin bref, on va pas revenir là-dessus, mais bon. Les nouvelles cartes étaient les plus souvent manuscrites afin d'éviter la reproduction. Ah bah oui, comme aujourd'hui on voulait pas que ça soit copié, hein. On voulait pas que les autres trouvent nos cartes pour pouvoir aller avant nous piller les ressources. Hein. Et nombreux exemplaires leur sont trop larges. Elles étaient dessinées sur du parchemin plus résistant que le papier lorsqu'elles étaient destinées aux capitaines de navire. Bah oui, parce que l'eau ça mouille, et du coup le papier, bah c'est pas fou. Hein, voilà, le parchemin c'est un peu mieux, un peu plus étanche. L'Amérique fait son apparition. Dans le milieu scientifique, la question de l'actualisation des connaissances cartographiques battait son plein. Au début du XVIe siècle, éloigné des ports de la péninsule ibérique, mais au cœur des centres humanistes liés à l'imprimerie, les régions rhénanes se trouvaient à la pointe de la cartographie. À Sardier, le duc de Lorraine, René II, rassembla des érudits dans le gymnase vosgien. En 1507, ses membres, Ventrin Lude, Nicolas Lude, Matthias Ringman, Jean Bassin et Martin Walsimuller fabriquèrent un globe terrestre et dessinèrent une carte du monde où l'Amérique était représentée comme un continent indépendant. Et ça, c'est classe. Alors, la première fois, l'Amérique est représentée comme un continent indépendant. Conjointement, ils imprimèrent un texte explicatif de 103 pages intitulé Introduction à la cosmographie, suivi des 4 lettres connues d'Amerigo Vespucci. N'ayant pas eu connaissance des voyages de Christophe Colomb, celui-ci étant persuadé d'avoir rallié les Indes, la découverte de l'Amérique en 1492 n'eut dans un premier temps presque aucun écho en Europe. C'est quand même triste, hein. Ils baptisèrent le nouveau continent Amérique. Cette vision du monde fut reprise par Gérard Mercator, imprimeur et géographe flamand, qui inventa en 1569 la projection en 2 dimensions des planisphères que nous connaissons aujourd'hui, et qui est quand même pas mal utilisée encore. Hein. Et qui donne une représentation, comme on l'a vu tout à l'heure, qui est un peu faussée. Hein, parce que du coup, quand tu es sur les pôles, ça agrandit un petit peu les territoires. Salut CZ, comment tu vas? Comment ça va aujourd'hui? Peu à peu, une représentation scientifique du monde s'imposait. En s'éloignant du goût pour le merveilleux que cultivait le Moyen-Âge, on l'a vu, les cartes du Moyen-Âge, quand même, c'est un peu folklorique. Hein. Les terra incognita se faisaient plus rares. Ah oui, forcément, plus tu fais de découvertes, moins il y a de choses à trouver. Ça paraît logique. L'intérieur des terres, ou les océans inconnus, n'était plus orné de monstres fantastiques. On finit même par renoncer à localiser le paradis terrestre. Le royaume africain du prêtre Jean et l'Atlantide. Ouais, on s'est dit qu'à un moment donné, l'Atlantide, tout ça, bon, c'est peut-être pas l'objectif principal, quoi. Et que le paradis est peut-être pas forcément sur Terre. Il peut être ailleurs. Bah ça va tranquillement, moi je suis avec vous, on parle de cartes, on parle d'histoire. Donc c'est bien sympathique. Cependant, les littoraux restèrent mieux connus que l'intérieur des continents, puisque la plus grande partie des informations provenaient des voyages maritimes. Effectivement, l'Afrique, par exemple, n'avait pas encore été explorée de l'intérieur, les Amériques non plus, les Indes non plus, donc on était meilleur pour avoir des cartes sur les côtes, et après les distances à l'intérieur, c'était un peu du pifomètre. Hein. On va estimer que ça va être comme ça, parce que bon, la Terre fait telle circonférence, donc ça va être à peu près ça. Alors, on a vu sur les cartes, ça donnait pas forcément des trucs très précis. Hein. Mais bon. Au moins, ils savaient où aller quand ils naviguaient, ce qui était déjà pas mal. Les Hollandais, à l'étroit sur leur territoire, se lancèrent à la conquête maritime du monde, à la suite des Espagnols et des Portugais. Ce n'est pas un hasard si la première compagnie des Indes fut créée à Amsterdam, et qu'on y trouvait également une dynastie de cartographes spécialisés, la fameuse compagnie des Indes orientales des Néerlandais, qui a été très très prolifique. Alors, dans la production d'atlas de plus en plus précis, les Blaeu
leur clientèle s'élargissait peu à peu. De l'honnête homme au marin, du marchand au savant, et à l'homme politique. Bah, les hommes politiques, les marchands veulent tous des cartes pour du coup faire des profits, lancer des expéditions et découvrir de nouvelles richesses, les promet. Alors, ah oui, là on a la fameuse image du coup, notre ami La Pérouse, Louis XVI, qui demande où est Monsieur de La Pérouse. 85, Louis XVI donna des instructions à La Pérouse pour préparer l'expédition de ce dernier, le fameux La Pérouse qui s'est perdu. Hein, le fameux Louis XVI qui dit sur son échafaud, mais oui donc Monsieur de La Pérouse. Oui, ce petit Monsieur de La Pérouse. Avec l'aide du maréchal de Castries, secrétaire d'État de la Marine à droite, le roi indique le futur parcours sur une carte, tableau par Nicolas-André Monsieux, 1817, château de Versailles. Et la carte quand même, si on zoome un peu, elle est pas si mal. Elle est pas si mal. On lui dit d'aller là, à Monsieur de La Pérouse. Bon, malheureusement pour lui, ça va m'aspinir, spoiler. Hein. Spoiler. Mais bon, ça s'est passé longtemps, donc normalement vous connaissez. La salière en ivoire. Alors, sculptée au XVIe siècle au royaume du Bénin, actuel Nigeria, pour l'élite européenne, elle représente des soldats portugais, le pouls est surmonté d'une petite caravelle. Franchement, ça c'est une salière quand même qui est très stylée. Hein. Si vous sortez ça, ça fait un peu pompeux. Hein. Comme salière, ça fait un peu pompeux. Bon, elle est un peu... Et bon, ça fait son petit effet, je pense, en soirée. Hein. Alors, l'art de fabriquer un globe. Ressusciter un métier disparu. Tel est le projet déraisonnable d'Alain Sauteur, géographe et enseignant. Il découvre un jour qu'il n'existe plus d'artisans c'est vrai, ça c'est vrai, dans la fabrication des globes terrestres, et célestes en plâtre. Ces supports ont pourtant été d'une grande utilité dans les connaissances de la Terre. Alain Sauteur se demande alors où il pourrait trouver les indications techniques sur ce travail. L'encyclopédie Diderot et d'Alembert va lui donner les premiers éléments, lui permettant de se lancer dans des essais plus ou moins réussis. Au bout d'une année, Sauteur parvient enfin à réaliser des sphères en plâtre sur lesquelles il peint à la main les continents et les océans. Ça, c'est comme si. Cette belle réalisation est un globe géant qui embellit l'une des chambres du château d'Amboise. Globesauteur.fr. Ah bah non, on peut pas cliquer. Bah non, on peut pas cliquer. Ça m'a fait des bêtises. Hop. Voilà. Ok. Hop. Tac, tac, tac. On va revenir là. Globesauteur.fr. C'était globesauteur.fr. Et salut Chris, bienvenue à toi. Bienvenue à toi sur le pont. Pékini Globesauteur. Ah ouais, ça envoie ça. Pékini du Globesauteur. Découvrir la collaboration. Chaque globe est une porte ouverte sur un monde à explorer. Oh, c'est beau. Nos doigts façonnent notre esprit de voyage. Oh, qu'est-ce que c'est. Ah, c'est stylé. Oh. Incroyable quoi. Mec qui réussit un métier disparu. Il peint à la main les globes. Mais c'est incroyable. Mais c'est stylé. Alors à quoi ça ressemble ces globes? Oh, les petits globes là. Vous avez envie de voyager, hein? Voilà les petits globes terrestres. Petit globe peint à la main. Vous voulez ça? Salut Xkemi. Bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. Oh, les globes sauteurs. Oh, est-ce que ça vous dit d'avoir un globe sauteur? Je sais pas combien ça coûte par contre. Parce que c'est fait à la main, je me dis que ça coûte quand même cher. Hein. Collection terrien. On n'a pas les prix? Terrien, juste le blanc. Aquarelle, ouais, un petit aquarelle, ouais. Moi j'ai un petit aquarelle là. La taille 21. Ah oui, 740 €. Personnalisation en option, expédition en France métropolitaine. Ah oui, bah oui. Ah, tu m'étonnes, c'est fait à la main. Ah, il faut payer savoir-faire, ouais, c'est pas étonnant. T'as plusieurs couleurs. Ah oui, t'as plusieurs couleurs. Ubane. Ça change le prix là? 740 toujours. On peut les personnaliser en plus. Mais c'est stylé mon petit globe là. Eh, un petit globe, ça fait son petit effet. Hein. Petit globe comme ça en plâtre. Oh là, taille. Ah mais si je le prends en plus gros en plus, ça va coûter hyper cher là. Et on a le petit globe par rapport à un être humain, c'est stylé. Ah c'est un petit. Elle est énorme, c'est la 80 cm validé. Ça coûtait cher. 21 000 €. 21 000 €. Ah oui. Ah oui. Ah, on peut acheter un support Big A. Et là, 12 000 €. Quoi? Attends, c'est le support qui nous... Non, pas possible. Support 12 000 €. Ah oui, parce que t'as le support en suspension, ça coûte 21 000. Et si tu prends Big A, ça coûte 12 000. Waouh, c'est cher. Attends, si je le prends en petit du coup. 740. Support coussin, il n'y a que coussin. Ok, il n'y a que coussin. Une bâchette en lin, certificat d'origine. Attends, si je prends un comme ça là. 3800, implantation expédition en France. Grande comète.
4700, waouh, c'est cher. Un griffe, ah stylé, petit griffe, en griffe comme ça, 4100. Personnalisation, on peut faire quoi? Votre image, pour y faire apparaître ce qui compte vraiment. Un lieu qui vous est cher. Ah ouais, mais on peut personnaliser un itinéraire, genre je pourrais mettre des îles pirates. Vas-y, mets-moi Nassau en truc. L'idée. Suspension. Oh, ça coûte tellement cher. Mais ils sont stylés ces blocs. Hein. Ils sont en atelier, t'as Besançon. Ok, je connais. Tu connais alors les blocs sauts. Moi, ça me dit un truc. Mais j'avoue. Par contre, je suis impressionné. Ah, si. En vrai, ils sont trop beaux. Hein. Si j'avais des sous mythiques. Attends, il y a des trucs mythiques. C'est quoi mythique, la collection des mythiques? Amboise monochrome. Oh, Ah, c'est vrai que dans le château là, d'Amboise. Ah là, il envoie. Hein. Ah là, il envoie du pâté. Hein. Ça envoie. Platiste. Un plat pour. Vous pouvez avoir de blâme. Un platiste et drapique. Ils ont fait un truc pour les platistes. Un platiste 12 fuseaux. La terre est plate, les amis, voilà. Si jamais 360 €, ça coûte moins cher pour les platistes. Ah, des barres de rire. Version platiste. L'époque des grandes explorations. Quelques siècles en arrière. Découvrir Amboise. Un globe inspiré de la Renaissance représentant la cartographie du XVIe siècle. Ce modèle exceptionnel restitue avec minutie les connaissances géographiques de l'époque des grandes découvertes. Issu du commande précieux pour le château de Royal d'Amboise, il a pris la place dans la chambre de François Ier. Action de 2 palettes colorées. Prix 10 000 €. Ah, stylé, réservé. Moi, je veux le même que celui d'Amboise. On peut le réserver en plus. Incroyable. Stylé, j'avoue. Attends, et du coup, le dernier, c'est quoi? Cosmos. Facile. Céleste, lunaire. Ah, on peut avoir la lune. Oh, trop bien la lune. 2800 € la lune. Ah ouais. Ah, ça coûte cher la lune. Et en 80, ça coûte combien? 21 000 € aussi. Ah ouais. Ah ouais, bah la lune, on passera une commande de jour. Hein. Ouais, j'ai demandé ça en cadeau de Noël. Tu veux un globe terrestre? Ah, c'est trop fort. Je sais pas. Moi, je suis fasciné. Hein. Moi, j'adore les cartes. Alors, l'atelier du club sauteur. Oh, les vidéos sont. Ah, c'est bien foutu. Hein. Oh. Il y a vraiment une petite musique là. Un petit son et tout là pour se mettre dans l'ambiance là. Je sais pas, un petit truc cosy là. En fait, surprendre la France n'abrite plus de manufacture artisanale de globe. C'est fou, il n'y a pas, l'atelier grandit. Reste la même. Oh là là. Impressionnant. Démarrage, première immatriculation, 2019. Prix départemental des métiers d'art du Doubs. Bah, bravo, très bien. Prix métier des arts de Bourgogne. Rémi Cointreau pour la valorisation de la transmission. Triple ses effectifs, une équipe de 6 personnes nommée au précieux talent du luxe et la création. Catégorie invention. Stylé, hein. Stylé. Et puis, fabrication de globe, voilà. Ça méritait la cosmographe. Bah franchement, bah je connaissais pas et je suis impressionné. Voilà. Voilà, ça me fait bien plaisir tout ça. Alors, bah monsieur Sauteur, bravo à vous d'avoir relancé la manufacture des globes en France. Voilà, félicitations. Vous m'entendez pas, mais en tout cas je vous le dis comme ça. Ça fait plaisir qu'on remette des trucs en France. Alors, je sais même plus où est-ce qu'on en était. L'homme politique, ah oui ça. Les grands personnages, hop. Les grands personnages. Quant à eux, prirent l'habitude de faire décorer leur galerie, de leur palais, de leur bibliothèque de cartes d'apparat et de globes terrestres monumentaux. Cette Amboise a fait la même chose là, donc ça n'a pas disparu. Hein. Les galeries de leur palais et leur bibliothèque de cartes d'apparat et de globes terrestres monumentaux, comme au Vatican ou dans le palais du royal de l'Escurial en Espagne. Ils conservaient simultanément des cabinets secrets, leurs cartes les plus précises très utiles pour mener des campagnes militaires ou revendiquer la possession du territoire. Ok. En France, l'ingénieur Vauban et le secrétaire d'État de guerre Louvois mirent même au point au XVIIe siècle des maquettes gigantesques, les plans reliefs des villes les plus stratégiques du royaume, conservés aujourd'hui aux Invalides. À Paris, au début des années 1670, répondant à une volonté politique du ministre Colbert, un homme se mit en tête de cartographier le royaume de France avec précision, en utilisant les techniques les plus modernes,
La carte de France réalisée par l'abbé Picard, présentée à l'Académie des sciences, fut cependant à l'origine d'une immense déception, car elle diminuait la surface jusqu'alors admise du territoire français. Ah bah voilà. En même temps, si tu arrives devant le roi, tu lui dis bon, en fait, sire, la France c'est plus petite que ce qu'elle en est, ce que vous pensiez. Il va faire ah non, je suis pas d'accord, tu vas refaire la carte, tu vas m'agrandir la France s'il te plaît, plutôt. Le préalable à son travail avait été de mesurer par triangulation un degré de méridien terrestre en région parisienne. Après la mort de l'abbé Picard en 1682, Jean-Dominique Cassini, l'un de ses anciens collaborateurs, continua l'entreprise qui servira de modèle à toutes les cartes ultérieures dans les pays du monde. On l'a vu ça tout à l'heure. L'abbé Picard, triangulation de l'abbé Picard. L'abbé Picard. Jean Picard. L'abbé Picard, hop. Est-ce qu'on a une petite carte Collège de France? Picard, voilà. Taille de la carte de Vivier là. Hop, il triangule là pour avoir les distances. Tac. On voit bien là son travail. Le quart de cercle de Picard, cercle à 30. Est-ce qu'on a une de ces cartes là? Carte de l'île d'Even avec en D l'emplacement du ruban dans la base mesurée par Picard. Son Picard autour d'Even de l'île. Ouais. Sans le profil d'Orléans. Tac. Ouais, c'est calcul, hein. Carte de France corrigée présentée à l'Académie. Ah bah voilà. Ah, c'est pas mal. Et voilà, et là on voit, ce qui est intéressant, on voit la différence en fait avec la taille en fait de la France qu'on pensait à l'époque et la correction qui est faite par l'abbé Picard. Et on voit que oui, effectivement, la Bretagne, bah du coup, avec sa correction, elle est plus petite. Là, voilà. Après, ce qu'il pensait à l'époque, hein. Aujourd'hui, ça a un peu changé quand même, on va dire, la taille. Hein. Mais voilà, on voit que là, il est en train de dire le Seigneur, bah du coup, bah, la France, c'est pas ce que vous pensiez, quoi. Salut, Pouvoir-être, comment ça va? Comment tu vas aujourd'hui? Mais on voit, le niveau de précision est quand même assez impressionnant. Hein. Ok. La gnomonique, ouais, l'abbé Picard, ok. Ok. Alors maintenant, Cassini. Cassini. Carte de Cassini. Saint-Denis, c'est en tour, carte de Cassini. Jean-Dominique Cassini. C'était Jean-Dominique. D'accord, c'était lui, Jean-Dominique, le Jean-Dominique Cassini, le bon Cassini. Publication, mémoire de l'Académie, méridien de la basilique de Saint-Pétronos, ok. Attends. Carte de Cassini peut-être. Carte de Cassini. Plus simple. Interactive de la carte de Cassini. Ah oui, c'est ça, j'avais trouvé. Il y avait des sites qui étaient incroyables sur ça. Géoportail. Ok, on peut la voir normalement. Tac. Oh, c'est stylé quand même. Des trucs, hein. Je taille mon gouffre carte. La carte qui a été faite, et là on voit, franchement, la représentation de la France, c'est pas mal, hein. Ah, franchement, on peut dire que le gars, il avait bien bossé, hein. Il y a une précision quand même. C'est ultra détaillé, quoi. Là, sur les trucs. Alors, bien sûr, c'est pas encore au niveau de ce qu'on a aujourd'hui. Mais pour le XVIIe siècle, il y en a quand même une belle carte, hein. La France, là, hop, sur les flancs, là, sur les côtes. Là, petit Pays Basque. La Dour. Alors, c'est chez nous, ça, c'est Saint-Jean-de-Luz, ça, c'est chez moi, ça, c'est le Pays Basque, ça. Voilà, ça me fait plaisir, ça. Alors là. Et pareil, là, la Bretagne, là, hop. Ah, franchement, l'outil est incroyable. Géoportail, là. Ah, c'est longtemps que j'étais pas allé dessus. Ça fait toujours aussi plaisir, hein. Oh, la pression quand tu zoomes, là. Ah, c'est bien fait, hein. Franchement. Là, on a quelque chose, là, par rapport au Moyen-Âge, hein. Là, on a fait un bond en avant sur au niveau de la pression des cartes, hein. Le bon Cassini, il était là. Il était présent. Voilà, un petit Cassini, hein. Si vous connaissez pas l'outil Géoportail, hop, je vous le mets, parce que très très cool comme outil. Hop, j'ai mis le lien complet, hein, parce que l'IGN là. Oh. Et sur Gallica, l'unité nationale, cartesienne, application mobile, sur le site, remonter le temps. Gallica, ils l'ont mis aussi. Ah, ça marche pas sur Gallica. C'est vrai, ils mettent les liens, mais ils sont pas à jour, hein. Ça, la Bibliothèque nationale, carte IGN.
Il y a une application. Une application carrément. La France autrement avec l'application mobile carte IGN. Très bien, je savais même pas. Remonter le temps. Remonter le temps, voir et comparer. Photo, carte, choisir une époque. Oh, ça c'est stylé ça. Attends. C'est 1900. Ah mais c'est... On peut pas... Ah, on peut pas aller très très loin quoi. Ah c'est dommage. On est de Paris. Si on met Paris. Carte. Bonne époque. Ah, carte de Cassini. Ok. Carte. Bah aujourd'hui quoi. Ah. Oh ça c'est stylé ça. Ah ça c'est fou ça. Ah ouais, là on peut voir Paris là. Attends, c'est un dézoom sur Paris. Oh c'est incroyable. Waouh, ça c'est trop bien. Voilà, ça je vous le mets l'outil parce que je le trouve trop fort quoi. Ah, je les mettrai. Faut que je fasse un truc de ces outils là. Ah franchement, on voit l'évolution en fait de la topographie et on voit déjà qu'il y avait quelque chose. Hein. Bon, les lieux sont quand même bien dessinés pour l'époque. Hein. Carte de Cassini. Alors, on voit le fleuve là qu'on suit, si on suit la Seine. Et moi ce que je trouve stylé c'est comme les dessins. Franchement je trouve ça tellement stylé. Est-ce que la Versailles là, Versailles c'est là. Ah, Versailles c'est là. On a le château de Versailles là. La ménagerie royale. Oh c'est pas mal. Et merci Brocoli Vapeur pour le follow. Merci à toi. Bienvenue à toi sur le flow d'histoire. Tu vas dire on marre de mousser avec carte à boussole. Bien sûr comme là aujourd'hui. On est dans le cap sur le flow de la connaissance. Oh Versailles. Oh, Versailles c'est tellement stylé. Bien vu. Non, l'ouest parisien, je pense pas que ce soit fou parce que après, est-ce que c'est des connu? On était où là? C'est que des champs. Hein. Ouais, ça, c'est des champs. Hein. Ouest parisien là, hop. On voit que des forêts. Et là, c'est là qu'on voit on voit que ça a un peu changé. Hein. Vallée de Chevreuse et tout là. C'est bien vert. Hein. Ah, ça, on a bien bétonné hein, depuis. Hein. Les forêts et tout là. Bois de la butte. Ah ça va, franchement, c'est bon. Franchement bon site, hein, je te connaissais pas celui-là de l'IGN. Hein. Remonter le temps avec les cartes. Oh, c'est fou ça. C'est dingue. Ouais, je pourrais m'amuser là-dessus pendant longtemps. Hein. Moi je sais pas, on va pas s'amuser longtemps, on va essayer d'avancer un peu. Mais ok. Cassini, très bien, très bon site. Tiens, il y a peut-être moyen de faire un truc avec ça quoi. Peut-être moyen de faire un truc, je sais pas quoi, mais faut que je réfléchisse, il y a moyen de faire un truc avec ça à BNF là. Sans IGN Institut, ils font des trucs stylés avec Gallica, hein, c'est des sites à connaître. Carte générale de Cassini, on l'a vu. Hein. Ah, franchement, c'est fou tous les outils qu'on a aujourd'hui qui sont disponibles gratuitement quoi. Grâce à la recherche, franchement, à certains instituts. C'est fou. Bon, du coup, on a le temps de faire qu'un seul sujet aujourd'hui sur les 3 que j'avais prévus. Bah, c'est pas grave, mais c'est ma faute, j'ai commencé en retard de toute façon. Et de toute façon, après, on peut pas pouvoir trop pousser non plus de live, donc on fera pas les sujets d'après, c'est pas grave, on les fera un autre jour. Alors, l'un des anciens collaborateurs continue l'entreprise qui a un modèle à toutes les cartes ultérieures dans tous les pays du monde. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs cartes ont été faites grâce à Cassini, qui a posé les bases de la cartographie, quoi. Les satellites à la rescousse, ah bah ça aide. Hein. S'ils avaient vu des satellites à l'époque, ça leur aurait aidé un petit peu aussi. Le travail de Titan fut totalement remis en cause au siècle suivant, lorsque l'hypothèse d'une Terre aplatie aux pôles, lancée par Newton, s'imposa devant celle d'une Terre aplatie en hauteur à l'équateur, soutenue par Descartes. La rivalité entre le bureau des longitudes de Paris et son homologue de Londres se conclut par la victoire de l'Outre-Manche, creusant encore un peu plus l'inimité entre la marine britannique et la royale. Donc la royale, c'est la marine française. On a fait un super épisode dessus d'ailleurs, avec Michel Verger-Franceschi, si vous êtes allé voir, disponible sur YouTube et en version podcast, évidemment. Toutes les mesures, avec toute l'histoire de la royale, toutes les mesures menées à grands frais au siècle précédent étaient donc fausses. Et RIP,
On s'est trompé dans les mesures. Bizarrement. Elles allaient être reprises par le petit-fils de Cassini dans la seconde moitié du XVIIIe siècle et améliorées sous l'Empire pendant la Première Guerre mondiale. Les cartes d'état-major étaient toujours la base de la représentation du terrain dans les milieux militaires, alors que les photographies aériennes en étaient à leur balbutiement. Et ça permet du coup de prendre l'avantage du terrain sur l'ennemi. Donc c'est utile. Au XXe siècle, les cartes étaient un usage courant. La généralisation de l'automobile donna un terrain de jeu privilégié aux cartes imprimées par un fabricant de pneus, Michelin. Le fameux pneu Michelin. Eh oui, s'il a des bonnes cartes, il peut faire des meilleurs pneus. L'IGN, l'Institut géographique national, qu'on a vu tout à l'heure, qui nous a donné cette superbe carte, fut créé comme institut civil et non militaire le 26 juin 1940, au lendemain de la défaite de la France, afin d'éviter que les cartes nationales et le matériel de levée géographique ne tombent aux mains de l'ennemi allemand. Eh franchement, c'est intelligent de ne pas l'avoir fait au niveau militaire. Parce que s'il avait été militaire, ça tombait aux mains des Allemands. Et du coup, il n'est pas tombé aux mains des Allemands. Ça, c'est bien ça. Il fallut cependant attendre la conquête de l'espace et le lancement des satellites dans les années 1960 pour renouveler la cartographie mondiale. Les distances peuvent désormais être mesurées avec la plus grande précision à partir des modules. Contre toute attente, ce n'est pas un État qui a lancé la nouvelle cartographie de la Terre, mais une société privée. Bizarrement. En effet, la NASA, qui avait entrepris de guider l'armée des États-Unis, grâce au GPS, le Global Positioning System, a rendu accessible cet outil au secteur marchand en l'an 2000. Google Earth est désormais en tête de cette course. Et on se rend compte que, au final, on a un GPS, on peut utiliser Waze, on peut utiliser, je sais pas, Google Maps, on peut utiliser n'importe quoi, Citymapper ou autre, grâce à la NASA. C'est dingue hein, quand on y pense. Société privée, du coup, société privée militaire même, qui a permis, de peaufiner et d'améliorer avec une précision nos fameuses cartes. Revenu en quelque sorte au système du Portola, l'information est aujourd'hui délivrée dans un souci de pratique de service au consommateur. Situé au centre de son système, l'utilisation du GPS est principalement intéressée par ce qui se trouve autour de lui. Effectivement, généralement, quand on fait un tirage GPS, on part d'un point A pour aller à un point B, et le point A, c'est là où on est. Un terminal écran grâce à son téléphone. Il reçoit des informations commerciales en fonction de ses recherches précédentes sur Internet. Ah oui, encore une fois, nos données sont pas mal utilisées pour savoir qu'est-ce qu'on veut et nous suggérer des trucs qu'on veut. Moi, je sais que ça me fait toujours flipper mon téléphone. Quand je mets des rendez-vous sur mon téléphone ou des trucs où je dois aller, il me dit merci de partir dans X minutes, vous allez mettre X temps pour y aller. Je fais ok, très bien, merci. Je t'en demandais pas tant. Et il me trouve un itinéraire, il fait veuillez prendre cet itinéraire-là, il sera plus rapide. Ok, si tu le dis. La logique n'est pas celle de la déambulation dans un pays inconnu ou de la découverte fortuite, mais celle de l'itinéraire le plus court entre la position actuelle et le point à atteindre. C'est marrant, c'est ce que je viens de dire. Qu'il s'agisse d'un restaurant, d'une boutique ou d'un lieu de service, la cartographie mondiale n'est pas élaborée dans un but de connaissance, mais pour servir des besoins utilitaires individuels. Et c'est ça qui a énormément changé. Quand on regarde la carte, si on prend la carte, c'était quoi l'hygiène, c'est ça. Voilà. Si on revient sur Paris, là, c'est où Paris? Putain, je suis perdu. Paris, c'est là. Voilà. Bon, là, ce n'est pas sur Google Maps, mais sur les cartes anciennes, ce qui était intéressant, c'était les lieux de culture, les lieux de vie. Là, on a les habitations, etc. On voit les fleuves, on voit les forêts, etc. Aujourd'hui, là, par exemple, Bois de Boulogne, on écrit Bois de Boulogne, mais là on voyait bien clairement au niveau des arbres qui étaient mentionnés. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est les sites de consommation qui sont les plus mentionnés en premier. Les restaurants, les cinémas, les boutiques, etc. qui sont mentionnés en premier sur les cartes, quoi. C'est ça qu'il y a des cartes alternatives aujourd'hui qui sont en train d'être mises en place, des cartes partagées pour recentrer en fait sur d'autres éléments en fait les cartes que sur les besoins de consommation, etc. un peu. Voilà. Et ça, la différence des cartes est que moi j'ai trouvé beaucoup plus joli avant les cartes que maintenant. Mais bon, après, c'est un avis perso. Hein. Bagnolet des Belleville, c'est quand même bien stylé. Hein. Ça a bien changé. Hein. Ça a quand même poussé. Hein. Ça s'est bien agrandi. Hein. Quand on voit Paris, à l'avant, c'est tout petit Paris là. Hein. Et là, après, ouais, ça a bien. Il n'y avait pas de notion ils n'avaient pas de problème sur le périph'. Il n'y a pas de périph' encore. Hein. Et tranquille, mon rouge là. Malakoff et tout, Montrouge, gentil. Canton Vanves, Vaugirard. Il n'y avait rien, hein. Les petites églises, les petites. C'est tout, Invalide école militaire là. L'école militaire était déjà là. Gros caillou. Le fameux gros caillou Grenelle.
C'est incroyable. Quant à sa dimension géostratégique, elle a quasiment disparu puisque chaque parcelle de la Terre est désormais visible. Oui, maintenant tout le monde peut utiliser une carte, trouver une carte, donc il n'y a plus de problème là-dessus, quoi. Le floutage des zones militaires n'est qu'un grossier maquillage et de données facilement accessibles. Oui, ça. Par exemple, là, il y a certaines zones qui sont maquillées par certaines GPS, mais par contre, vous utilisez d'autres GPS, d'autres maps. Et par exemple, vous utilisez le Maps France, le Maps, Google Maps qui est américain. Vous avez des zones qui sont floutées. Vous utilisez le Maps russe, c'est pas flouté. Voilà. Ça dépend des États dans cet endroit dans le pays. Donc ça sert pas à grand chose au final. Alors pour aller plus loin, on nous dit Cartographia, comment le géographe redessine le monde, de F.A. Baukin, N. Lambert, Armand Collin, 2025, et une histoire du monde en 12 cartes, Bourton Flammarion 2020. Et après on passait par autre chose. Ok, c'était super intéressant ça. C'était bien intéressant. Et moi, quand j'en ai parlé, il y en avait un autre qu'on n'a pas eu le temps de parler aujourd'hui, mais qu'on parlera la prochaine fois et que j'ai parlé un petit peu dans ma newsletter. C'était celui-là. Hop, monte. C'est les erreurs dans les cartes. Incroyable, qui nous parle des différentes erreurs à travers le temps. Notamment sur la constitution des États africains. Vous savez pas, il y a quelques erreurs qui ont été faites. Il y a des erreurs des fois qui sont volontaires et d'autres qui sont moins volontaires. Notamment sur la proportion des États. Sur des certaines, les cartes qui ont été utilisées de façon erronée. Des distances qui aujourd'hui sont pas bonnes. C'est intéressant. La fameuse carte de l'Eldorado aussi. Carte de l'Eldorado 118, je me rappelle plus, la carte de l'Eldorado, qui était assez fascinante. Ça représente à quoi? Il a fait une belle carte de l'Eldorado. Ah oui, il a fait une belle carte. Carte de l'Eldorado. Tiens, je sais pas si on peut la... Est-ce que je peux la montrer? Ça va donner quelque chose. Si on finit sur une belle carte retranscrite. Hop. Alors, si je fais ça. Hop. Et là, je vous mets... Hop, putain. Hop, non, si je passe sur ça, là. Tac. Et là, on met... Est-ce que ça va s'afficher? Tadam. Tadam. Et voilà. Et là, on a la carte de l'Eldorado. La fameuse carte de l'Eldorado. Contrée mythique, 15e, 18e siècle, la carte de l'Eldorado. Nicolas Sanson, 1600-1667. Partie de terre ferme où sont Guyane et Caraïbes augmentées et corrigées suivant les dernières relations publiées chez Mariette Paris. 1656. Guyane et Caraïbes, voilà, vous avez la fameuse carte. Lac de la mer, que les Caraïbes appellent Parim. Yaoki Roponui. Ça, on finit sur une belle carte. Qui était du coup la fameuse carte de l'Eldorado utilisée pour essayer de trouver le trésor de l'Eldorado, le or de l'Eldorado, qui avait été utilisé par les Espagnols. Ok, hop, c'est bien tout ça, voilà, petite carte. Bon, j'espère que vous avez appris des trucs, les amis. En tout cas, si vous n'avez pas, n'hésitez pas, si vous voulez savoir tout ce qu'on fait, toutes les informations du live, je vous mets ici, hop, le petit Substack, voilà, si vous avez des petits Prime qui dort, ça fait toujours plaisir de soutenir la chaîne. Conclusion, petit mot de conclusion. Est-ce qu'on a une petite chaîne à raid là pour conclure tout ça? En tout cas, merci à vous d'avoir été présents. On se retrouve vendredi 16h pour la suite. On fait un petit un petit documentaire du coup sur l'histoire de la navigation. Alors restez un petit peu pour raid quelqu'un, l'histoire qu'on aille raid un petit quelqu'un 2 minutes. Je cherche quelqu'un à raid, sauf si vous avez des suggestions. Il y a Alex qui vient de commencer. Ça fait longtemps que j'ai pas raid. Qui j'ai pas Satrap, ça fait longtemps que j'ai pas. Souvent les gens, ça fait longtemps que je les ai pas raid parce que ça fait longtemps que j'ai pas stream aussi. Donc ça aide. Il y a Amgi, Poxiance. Il y a un mec de Poxiance. Allez, un petit Poxiance. Un petit Poxiance. Voilà, on parlait des cartes. On va raid un petit Pog. Un petit Pogo. Calme ton beurre de l'île. Salut à toi. T'arrives sur la fin, merci. N'hésitez pas à follow pour la chaîne, n'hésitez pas à lâcher des primes si vous avez envie. Sinon, allez sur le Substack ou sinon allez me suivre sur les réseaux sociaux. Voilà, petit point d'exclamation RS. Hop, ça fait plaisir, merci du coup. Follow, j'ai vu qu'il y a un petit follow. Merci à Linray pour le follow. Merci à toi. Tu peux dire Mardou, c'est Moussaillon pour ta carte et ta boussole pour me dire le flow. Sur les flows de la connaissance, envoyer de l'amour, envoyer de l'histoire, envoyer des petits. Merci Renard, des gens que je connais, ça fait plaisir. Merci petit cœur sur vous, voilà.
Pour la prochaine fois, je vous ferai une petite imitation du Vasa, ma petite capitaine qui vous dit au revoir. Bonjour, bonjour, au revoir. Hop, on va aller chez Omagi. Un petite musique, les amis. Et on vous dit à vendredi 16h pour apprendre des trucs. On fera un petit documentaire sur l'histoire de la navigation et d'autres joyeusetés. Donc n'hésitez pas à rejoindre le petit Substack, les réseaux sociaux. Et puis voilà, petite musique, et ma musique. Elle est là. Voilà, petite musique. On va lancer le raid. On fait petit écran de fin. Puis ciao, ciao. Que les vents soient favorables, les amis.